entre parenthèses. Oui, oui. Peu entre parenthèses et ordinaire sans parenthèses. Très juste, tu as raison. Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve donc avec Midreshet Yehuda Manitou pour cette deuxième partie. On va parler de cette crise judiciaire peu ordinaire. Dimanche, vous avez eu le mérite d'écouter Eliezer pendant 30 minutes, qui a dû partir, et on a continué avec Brigitte Blia. Avec Brigitte, je pense qu'il y a eu déjà pas mal de questions. Et ce soir, pour donc, cette deuxième partie, on va enchaîner sur des questions. On ne va pas répondre directement. Eliezer ne va pas directement répondre à vos questions, mais dans la suite du développement, il répondra aux questions qu'on se pose. Moi, j'ai une question, mais je vais d'abord laisser la parole à Alex qui a levé la main. Bechavod, Alex, tu ouvres ton micro. Et Merci, ouais. Bonsoir. Alors, j'ai pas pu entendre, en tout cas, la partie d'Eliezer dimanche, mais il y a deux. Moi, j'ai entendu, pour ceux qui sont contre cette réforme, ils ont deux objections et je ne sais pas si elles ont été traitées ou pas, mais s'ils pouvaient avoir un élément de réponse, c'est que d'une part, ils disent que finalement, elle est bonne pour disculper tout ministre qui ont des dossiers. Et l'autre, par rapport aux pilotes, par exemple, au Tayassim qui avait qui avait aussi manifesté, qu'ils avaient peur que finalement ils soient traînés en justice au tribunal de La Haye, qui ne reconnaîtra plus désormais le système judiciaire en Israël. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous répondiez par rapport à ça. Je crois que c'est une question qui, d'abord, comme vous l'avez dit, elle est plus adressée à Brigitte. Je peux la traiter, mais ce serait partir du sujet dont je voulais parler. Alex, désolé, je peux essayer de répondre brièvement, mais ce sera… Vous savez quoi? Je vous propose un contrat. Notez vos questions et puis vers la fin, dans la deuxième partie, lorsque ça se retrouvera, peut-être, comment dire, on pourra re-embrancher ou rencontrer des thèmes qui sont assez proches des questions que vous avez posées, parce que moi, je voudrais moins parler de l'aspect juridique et plus parler de l'aspect historique et de Sciences Po. Okay. Alors, moi, j'ai une question à ce sujet, Eliezer. J'ai une question à ce sujet, Eliezer. J'ai écouté la première partie dimanche et j'ai cru comprendre qu'il y avait en fait deux valeurs qui étaient importantes. Il y a la valeur de l'union nationale, c'est-à-dire faire attention qu'il n'y ait pas de guerre civile, rester ensemble, se ve'aftal rakamocha à tout prix, d'être ouvert vers l'autre et d'avoir cette conscience qu'on est tous des frères, cette cohésion nationale, et qu'il y avait une autre valeur, c'était finalement d'aller jusqu'au bout de mes pensées, de mes idées politiques. Et j'ai cru comprendre dans les deux crises que tu as mentionnées que la gauche, face à ces deux valeurs, qui étaient aller jusqu'au bout de mes pensées politiques et faire attention à la cohésion nationale, la gauche prenait toujours le camp de celui qui dit « j'ai raison et j'ai envie de faire avancer l'État de ma façon, comment moi je vois l'État ». Et donc, il va jusqu'au bout de son idée au détriment de la cohésion nationale. Alors que la droite, quand elle se retrouvait face à ce carrefour, eh ben, elle faisait passer la valeur de la fraternité au-dessus de la valeur d'aller jusqu'au bout de ses convictions. C'est une idée que j'ai peut-être aperçue dans tes paroles, tu me le diras dans la suite du propos. Voilà. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Bien sûr. Johan, je retiens ce que tu as dit et puis on va le rejoindre après. Ça marche. Je crois que c'est une erreur de différencier entre la gauche et la droite, parce qu'il y a aussi de la gauche, mais aussi des gens de droite, même des religieux, qui sont contre cette… Donc dire que c'est la gauche, la gauche, c'est pas la gauche uniquement. Il y a aussi la droite. Une partie de la droite. On entend. Merci.
Oui, Judith, Ok. question courte, Je- Judith. Oui, courte, oui. Je voudrais savoir quelle incidence cette réforme aura sur l'identité nationale. Oh, Merci. ok. Encore une question pour ouvrir, Robert, et puis après, on laissera Eliezer développer son propos. Oui. Oui. Commence Alors, déjà à d'après ce que noter un peu. j'ai entendu hier, je voulais savoir, dans la Cour suprême n'avait pas les mêmes pouvoirs au départ. Elle a grignoté ses pouvoirs, on est arrivé à ce niveau. Je voulais savoir, la question qui est assez importante, comment ça se fait? On a pu laisser la Cour suprême grignoter tous ses pouvoirs et on est arrivé à ce point où il est très difficile de retourner en arrière. Ouais, merci. Eliezer avait parlé un petit peu de ce sujet-là. C'était plutôt Brigitte, d'ailleurs. Très Ouais, bien. ouais, Eliezer, ouais. on te laisse développer ton propos en prenant compte un petit peu de nos questions. Et puis à la fin, on réouvrira aux questions. Bechavod. Oui, je suis en train de terminer de noter un peu les questions. Je n'ai pas tout noté. Bon, je compte sur vous pour me le rappeler. Effectivement, la dernière fois, on a parlé tout d'abord de cas historiques semblables. On a parlé de l'affaire de l'assassinat de Arlosov et de ce qui lui a fait suite. On a parlé de la scission de Jabotinsky et de l'Organisation sioniste mondiale. On a parlé ensuite, dans les années 44-45, de la saison, de la chasse par les gens du Mapai, du Palmar, des gens du Hetzel, essentiellement, aussi un peu de Lehi. On a parlé de la révolte des généraux du Palmar, cette fois durant le premier cessez-le-feu de la guerre d'indépendance et des mesures très fortes qui ont été prises pour contrecarrer cela par Ben Gurion, qui a démantelé d'abord le Hetzel, ensuite le Palmar, ensuite le Lehi après l'assassinat de Bernadotte, et qui nous laisse entrevoir que véritablement la valeur centrale, pas forcément la valeur, mais le motif central de ce qu'on peut schématiquement après, véritablement la gauche. Je retiens la question qui a été dite qu'en fait dans la réalité, les choses, elles sont plus mitigées, mais pour simplifier la chose et schématiser, eh bien, je dis la gauche, Mapai, la gauche socialiste, la gauche travailliste, eh bien, pour elle, l'essentiel, c'est le pouvoir qu'elle assimile aussi au bien d'Israël. Et c'est pour ça que elle est prête à enfreindre des règles du jeu, que ce soit, même quand elle est au pouvoir d'ailleurs. Par exemple, la chasse, la saison, la chasse aux gens du Hetzel, qui était une infraction aux valeurs juives de Messira. Et c'est pour ça que Ben Gurion se devait de justifier comment il se permet ça. Il dit non, comment il s'est permis de se conduire de cette manière. Il dit non, maintenant que nous sommes dans une réalité, comme nous sommes sur notre terre, et on voit de retrouver notre souveraineté, eh bien, les règles ont changé et contre ceux qui font scission, contre ce schisme, contre les porchim, on peut même aussi les livrer aux Britanniques. Donc là, on voit, il y a une lutte pour le pouvoir et qui justifie même des moyens qui jusque-là n'étaient pas vus comme permis, comme acceptables. Maintenant, je voudrais donner quelques autres exemples de l'époque de l'après-indépendance pour que des exemples plus proches, plus éloignés, pour qu'on puisse continuer à nous faire une image et essayer de comparer. 1952, la crise qui fait rage, c'est la crise sur les dédommagements, ce qu'on appelle les réparations, à recevoir de la République fédérale allemande.
en apparence, rien de plus légitime. Les Allemands ne nous ont pas seulement fait 6 millions de morts, mais ils ont aussi pris beaucoup d'argent, volé, pillé beaucoup d'argent qui appartenait, ou d'argent, de biens, qui appartenaient à des Juifs. Et donc, dans les début des années 50, Ben Gurion commence à négocier avec le gouvernement de Konrad Adenauer le retour, ne serait-ce que d'une partie de ces fonds, sous forme de paiement aux Juifs rescapés de la Shoah et aussi sous forme d'aide telle ou autre au gouvernement israélien nouveau-né. Et sur ce, les gens du Kherut, essentiellement, mais pas seulement, de Menachem Begin, disent que, quoi qu'on en dise, cela va être perçu de manière très très simple, c'est que les Allemands nous payent pour nos morts. Et il y a quelques années, on a déjà pas mal parlé de ce sujet, mais le fait est que il y avait des démonstrations monstres devant la Knesset à Jérusalem. La Knesset, à l'époque, elle était à la rue Meller George. Et Begin, à l'époque, a dit « J'ai retenu le feu pendant la saison, j'ai donné ordre de ne pas répondre durant l'Altalena. Maintenant, c'est une affaire de principe. Le sang va couler. » Il était très rude, très bref. Effectivement, la Knesset a été prise d'assaut par des masses de Juifs qui ne pouvaient pas accepter qu'on signe un accord où l'Allemagne va nous payer des fonds, etc. C'est comme signer un accord avec le diable et compagnie. Donc, la Knesset a été prise d'assaut, la police a essayé d'intervenir, enfin, peu importe, il y a eu plein de blessés. Et le chef de l'opposition, Menachem Begin, a été arrêté, il a été mis en prison. Il a passé en prison, si je ne me trompe pas, entre 3 et 6 mois, suffisamment pour écrire un livre sur la révolte, à Mered. Ensuite, elle a écrit encore un autre livre, Mavo, il a écrit un autre livre, peu importe. Donc là, on voit que et il y a un cas où la droite est prête à enfreindre les règles du jeu. Pour quelle raison? Pas pour le pouvoir. Begin n'avait aucun espoir d'accéder au pouvoir. Il avait à peine 15 députés à la Knesset, si je me rappelle bien à l'époque, peut-être même moins. Ce n'était pas ça. C'était une affaire de principe de ne pas recevoir un shekel de la République fédérale allemande. Ben Gurion a réagi sans sourciller, en envoyant la police, en arrêtant Ben Gurion, en arrêtant d'autres personnes, avec des blessés, pas de morts. Mais quand même, c'était une affaire. Chose intéressante, ça s'est passé le jour du 10 à Sarah Betevet, jeune, entre autres, pour les Juifs qui sont morts durant la Shoah et dont la date de décès est inconnue, quand on dit le Kaddish, Yom HaKaddish HaKlali, etc. Et on voit, c'est-à-dire que même la droite, là, elle a enfreint, mais pour une affaire de principe. Donc, et il y a encore d'autres cas, mais là, je vais venir... regarde.
plus proche de nous, tout en citant peut-être avant cela, avant Oslo et avant Gush Katif, quand même le cas quand la droite elle est déjà arrivée au pouvoir avec Menachem Begin en mai 1977, avec en parallèle la naissance de Shalom Arshav, avec les accords avec l'Égypte de Camp David, et ensuite, juin 82, c'est la guerre du Liban. La guerre du Liban qui est menée de manière qui soulève qui fait beaucoup de remous en Israël, qui éveille une très grande controverse, mais on voit que dès le début de la guerre du Liban, on a des officiers haut placés, comme d'un côté Eli Geva, Amram Mitzna, des colonels qui, pour la première fois, à un tel niveau, refusent d'obéir aux ordres. Déjà avant, en 1978, on voit les premières lettres comment on dit, les Mirtav Atichonistim, la lettre des terminales, des classes terminales. Et il y a eu des lettres, peut-être comment dire, des hirondelles qui annonçaient le refus, si on peut le dire, début des années 70, mais fin des années 70, ça s'accumule. Ils disent, écoutez, une armée l'armée d'un gouvernement qui ne fait pas tout pour signer la paix, eh bien, on ne va pas servir dans cette armée. Idem des ressortissants d'unités d'élite, etc., etc. En 82, comme je l'ai dit, ça déjà arrive au niveau d'officiers qui servent, des officiers haut gradés, qui disent, écoutez, nous, notre volonté et notre accord de servir, eh bien, c'est un accord qui est conditionné par le fait que tout d'abord, l'État fait tout pour obtenir la paix, et que ce soit une guerre qu'on n'ait pas choisie. Pourquoi? Parce que la guerre du Liban, c'est la première fois une guerre qu'on appelle Milchemet Brera, une guerre qu'on aurait pu ne pas commencer, même si on était bombardé par les différents groupes terroristes du Liban Sud. C'est une guerre qu'on aurait pu ne pas commencer, on aurait pu laisser passer l'assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres, ou presque l'assassinat Argov en 1982, etc., etc. Donc, c'est une guerre qui fait moins consensus et il y a plus de refus, avec surtout après Sabra Veshatila, un massacre d'Arabes palestiniens au Liban, enfin ressortissant d'Eretz Israël, qui a été perpétré par les phalanges chrétiennes et dont Israël a été accusé, et par l'opinion internationale, etc., etc. Là, on voit déjà bourgeonner le refus de servir, le refus d'être mobilisé dans l'armée, et contre un gouvernement de droite de Menachem Begin. Et puis aussi se développe et se déroule une campagne très très féroce contre la guerre, qui, à vrai dire, fait céder très vite Menachem Begin, qui en 1983 démissionne avec la fameuse phrase Eini Yachol Od. Je n'en peux plus. Il démissionne. Devant sa maison, il y a, comment dire, un poste de Shalom Arshav qui chaque jour fait le décompte des morts avec le chiffre qui monte chaque fois à 200, 300, 301, 322, etc., etc. Et Ben Gurion cède. C'est-à-dire, on voit, même quand le pouvoir n'est pas aux mains de la gauche, eh bien, il y a une campagne très, très forte qui est faite
qui naturellement est soutenu aussi par les médias, par une très grande partie de l'académie, du monde académique, du monde littéraire, avec des personnes comme Amos Oz, comme Aleph Bet Yehoshua. Amos Oz qui répond à Menachem Begin, Menachem Begin à l'époque, il disait que chaque fois que je pilonne le bunker d'Arafat, j'ai l'impression de pilonner le bunker de Hitler. Et Amos Oz de lui répondre, Monsieur Begin, Hitler est mort. C'est-à-dire, c'est toute une autre paire de manches, rien à voir, cesser de tout ramener à notre histoire avec l'Allemagne d'Asie. Et donc, cette campagne contre le gouvernement, c'est une campagne très forte, très maintenue et qui a énormément de support. Maintenant, je fais un bond à vrai dire, pas très long, on arrive en 93. Et là, ce qui commence, c'est Oslo. Avec, encore une fois, des manifestations monstres de la droite. J'imagine que la plupart des personnes qui sont là se rappellent encore des centaines de milliers de personnes qui inondent Kikar Malché Israël, qui inondent Kikar Tzion, etc., contre les accords d'Oslo. Et d'un autre côté, la réponse de la gauche, c'est des expressions telles que le camp de la paix et le camp de la guerre, où d'un côté, il y a le parti au pouvoir en Israël de Yitzhak Rabin, le parti travailliste, et Yasser Arafat, et de l'autre côté, vous avez le camp du refus, le camp de la guerre, Chazit Asirouv, avec les Mityashvim, les colons, la droite, déjà à l'époque dirigée par Netanyahou, et Hamas, et Hamas, le djihad islami, les groupes terroristes arabes, et une campagne aussi de discréditation contre les Mityashvim du Golan, appelés les Propellorim, etc. Des manifestations qui sont souvent, et ça il faut le savoir, Ken, qui sont souvent violentes de la part de la police, qui reçoit souvent des ordres. Maintenant, vous enlevez vos badges, vous enlevez vos noms, et vous allez contre les Après le voiture manifestants. que celle-là, tu peux passer, t'as le temps. Donc ça aussi c'était, comment dire, c'était une chose à savoir, il y a un discrédit qui est jeté sur la droite qui refuse de payer ce qu'on appelle les victimes de la paix, comme le dit Yossi Sarid, et ensuite lui font suite Shimon Peres, Yossi Beilin, etc., etc. Il y a un prix à payer pour la paix, c'est un prix qui s'élève à des dizaines et des dizaines de morts par mois, déjà dès l'année 1994-95, vous vous rappelez, j'imagine, beaucoup mieux que moi. Et ensuite c'est l'assassinat de Yitzhak Rabin. La comparaison qui s'impose, c'est la comparaison avec l'assassinat de Chaim Arlozorov. Parce que immédiatement, ceux qui sont accusés, eh bien, c'est la droite. Bon, c'est Yigal Amir, Université de Bar-Ilan, les manifestations sur Kikar Tzion, avec les photos de Rabin en uniforme SS. C'est un sujet dont il est pas facile de parler, même presque 30 ans après, parce que c'est un sujet qui n'a pas encore été résolu en Israël.
on ne peut pas parler ouvertement du sujet de l'assassinat de Rabin. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas entrer, parce que ce n'est pas notre sujet, mais je voudrais juste noter quelques différences, quelques similitudes et quelques différences. Et ensuite, essayer de voir une certaine, comment dire, logique, une certaine cohérence entre la conduite de la droite et de la gauche durant notre histoire moderne. Tout d'abord, ce qui est similaire, c'est la campagne dont j'ai parlé, la campagne de discréditation de la droite et des religieux, même si l'accusation, elle est très mal soutenue. Les photos de Rabin en uniforme SS, eh bien, on le sait, c'était le fruit de la provocation de Avishai Raviv, d'un agent de la section juive du Shabak. C'était pas quelque chose, d'ailleurs, c'était pas quelque chose qui était trop visible. C'était certainement pas quelque chose que Binyamin Netanyahu à l'époque pouvait voir pour contester ou pour dire, etc. C'était pas quelque chose qui faisait la une qui était connu par tous les gens de la droite, plus par la presse qui était là pour photographier ces photos. Mais cela dit, la campagne, elle était très, très venimeuse, très, très virulente, très, très forte. Et ça, c'est une similitude. Maintenant, deuxième chose, et là, ce n'est pas une similitude, c'est que en 1933, pour des années, la droite a été déchue de toute chance d'accéder au pouvoir. Même si avant 1933, le parti de Jabotinsky était en passe d'accéder au pouvoir à l'organisation sioniste mondiale, si ce n'est accéder au pouvoir, alors être très très proche du pouvoir, avoir 35-40% des voix, et bien après cela, il a dégringolé, il a perdu toutes ses voix, et pour finir, il a fait scission de l'organisation sioniste mondiale. Son retour, on le voit uniquement en 1977. Maintenant, après l'assassinat de Rabin, je vous rappelle, Shimon Peres lance les élections pensant qu'avoir le vent en poupe et surprise, 1996, c'est Binyamin Netanyahu qui pour la première fois est élu au poste de Premier ministre. J'imagine que vous vous rappelez encore, pour ceux qui étaient là, on est allé dormir à minuit avec les résultats des sondages qui donnaient gagnant Shimon Peres et on s'est réveillé à 6 heures du matin. Je ne sais pas, ça c'est pour ma part, je me suis réveillé à 6 heures du matin pour voir. Vous, j'imagine, vous n'êtes pas allé dormir. On s'est réveillé à 6 heures du matin avec des résultats qui donnaient la victoire au chef du Likoud, à savoir Binyamin Netanyahu. Donc là, c'est différent. Le discrédit, la campagne n'a pas donné fruit. La droite a gagné les élections, c'est-à-dire, encore une fois, en maintenant les règles du jeu. Il n'y a pas eu de contre-campagne véritable de la droite. Au contraire, il y a eu une campagne électorale qui a donné un résultat qu'on connaît. Maintenant, après cela, peut-être dernier cas, qui est encore très frais dans, j'imagine, la plupart des mémoires, c'est le cas de Gush Katif. Encore une fois, des manifestations monstres, de centaines de milliers de personnes, des chaînes de gens qui vont de Gush Katif jusqu'à Jérusalem, des actions invraisemblables de panim el panim. On voit des dizaines de milliers de personnes prendre les bus pour aller convaincre d'abord les électeurs du Likoud, ensuite tous les gens du pays, etc., etc. Et des routes d'ailleurs qui sont bloquées. Ça a commencé encore avant avec Moshe Feiglin et son organisation, rappelez-moi le nom, hein, ça m'échappe, peu importe, mais là, on a vu que… Im Tirtzu ?
Im Tirtzu, oui, merci. Im Tirtzu. Non, c'est pas Im Tirtzu. Im Tirtzu, c'est aujourd'hui, c'est l'organisation Alors, il passe en temps. des étudiants. Non. C'était aussi un peu quelque chose avec Tirtzu. Enfin, peu importe. On voit que la réaction du pouvoir. C'est pas Zohar Tzenu, Michel. Zohar Tzenu, oui, exactement. Toda. Zohar Tzenu, Toda. Merci, Daniel. Daniel EL et Daniel E2LE. Maintenant, Zohar Tzenu, et là, il faut savoir que la police, les Batei Mishpat, les tribunaux, ne faisaient pas preuve de très grande tolérance, avec des cas d'enfants mineurs de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui étaient arrêtés, qui étaient emprisonnés, qui étaient malmenés. Aucune, compromis pour ce qui est d'arrêter la circulation, etc. C'était véritablement fait une opération menée de main de fer, c'est le cas de le dire, et peut-être la chose la plus flagrante, c'est qu'il y avait ici une violation monstre par excellence des droits les plus élémentaires de plus de 8000 citoyens juifs de l'État juif, et la Haute Cour de justice, qui depuis 1992 s'est fait un véritable porte-parole, porte-étendard des droits de l'individu, eh bien là, tout d'un coup, elle a préféré dire que non, cette expulsion de plus de 8000 juifs, comme l'a dit Aaron Barak, c'est l'etachlit reouya. L'etachlit reouya, c'est dans un but justifié, dans un objectif valable. Comparer ça avec toutes les entraves que la Cour de justice met dans la destruction de maisons de terroristes, et vous comprendrez l'absurde de la situation, l'absurde de la comparaison, où d'un côté, il y a une politique d'éviction de 8000 juifs de plus de 20 yishuvim qui sont rasés, y compris Bate Knesset, etc. Et à Tachlit Reouya, jusqu'à aujourd'hui, on se demande quel était le but valable pour cette opération. Et de notre côté, un terroriste dont le but, tout le monde le sait, eh bien, on sait toutes les entraves, tous les bâtons qui sont mis dans les roues, et parfois jusqu'à interdire la destruction de la maison d'un terroriste, depuis que cette politique est mise en place par le Shabak, par la police, par l'armée, surtout par l'armée de défense d'Israël. Maintenant, et d'un autre côté, là, la droite et les Mityashvim, et ça, on s'en rappelle très bien, quand on est dans l'hémicycle de la tourmente, eh bien, toujours, il est dit, on ne lèvera pas la main contre un soldat. On ne lèvera pas la main contre un soldat. Il y a même un débat, est-ce qu'il faut obtempérer ou il ne faut pas obtempérer? Mais on ne, pas, l'oshovrim et takelim. On résiste, mais on résiste dans le cadre de la loi, et certainement pas en enfreignant et en violant les règles maîtresses de ce qui nous tient ensemble, à savoir le respect de Tzahal, à savoir
c'est-à-dire on ne cesse pas d'aller au Milouim, on cesse beaucoup, certes, on demande, en tout cas en tant que Milouim, de ne pas aller servir, de ne pas aller servir dans la participer à l'opération d'éviction et de mise à la porte de la destruction de ces yeshuvim, mais ce n'est pas qu'il y a un refus général ensuite, avant ou après, de servir dans l'armée. C'est-à-dire les pilotes religieux continuent à survoler le Liban. Les gens de l'artillerie, eh bien, ils continuent à servir sur la frontière libanaise. Les gens des informations du Modin continuent à servir en Yehuda et Shomron, à la frontière égyptienne, etc., etc. Seulement dans le cas précis de l'éviction des Juifs de leur terre, alors là, il y a effectivement des cas, même pas très répandus, mais qui d'obéir aux ordres. Maintenant, je voudrais revenir maintenant à la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je crois il faut tout d'abord comprendre, et sans embâche, sans se gêner, il n'y a pas de symétrie. Dans la conduite de la droite d'un côté, de la droite religieuse, etc., et de la gauche de notre côté, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des règles du jeu, vis-à-vis du pouvoir, il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas de symétrie quant au respect ou irrespect des règles du jeu quand vous perdez. Lorsque la droite et le religieux perdent, ils sont lésés, que ce soit pendant la saison, que ce soit pendant la Altalena, que ce soit à Oslo ou que ce soit durant l'affaire, durant le Girouche de Gush Katif, l'éviction, l'expulsion de Gush Katif, il y a au-delà de la cause défendue sur le moment, des valeurs qui la dépassent et qu'on ne peut pas violer. Du côté de la droite, tant avec Arlozorov qu'avec l'assassinat de Rabin, on n'a aucun problème à généraliser et à rendre responsable la moitié du pays et la moitié du peuple de l'assassinat du Premier ministre, aussi tragique, catastrophique et interdit que ce soit. En 1995, des gens se faisaient huer, des gens se faisaient insulter. Pourquoi? Lorsqu'ils étaient assimilés à la droite ou lorsqu'ils étaient avec les tzitziot ou les kippas, lorsqu'ils se promenaient. C'était des cas dont on se rappelle. Maintenant, je voudrais venir quand même à un niveau plus profond. Un niveau plus profond pour comprendre, mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Et qu'est-ce qui a évolué durant les années? Qu'est-ce qui a changé de Arlozorov 1933 jusqu'à la réforme judiciaire 2023? Eh bien, la droite a changé, la gauche a changé. La gauche a changé parce que il faut savoir que dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60,
la gauche justifiait ses actes, pas seulement en termes de pouvoir, on va y venir, mais en termes d'un bien suprême. Ce bien suprême, dans les années 50, 60, c'était Géoulat Israël, la délivrance d'Israël. Ensuite, quand dans les années 80, 90, on commençait à parler de plus en plus d'accord avec nos voisins, eh bien, on commençait à parler de la sauvegarde du caractère juif de l'État d'Israël. Pourquoi fallait-il se séparer des Arabes? Pour avoir une majorité juive, pour que la majorité juive soit compatible avec l'aspect démocratique de l'État. Pour que ces deux aspects, les deux véritables principes directeurs de l'État hébreu, qu'ils ne deviennent jamais contradictoires. Et pour cela, il fallait assurer la majorité juive. Et pour l'assurer, il fallait se séparer des Arabes avec leur taux de naissance qui, à l'époque, était plus élevé que le nôtre. Ça a changé depuis, mais à l'époque, il était plus élevé que le nôtre. Tov. Et ensuite, il y a eu un troisième motif qui est venu. Ça, c'était déjà dans le début des années 2000. C'était plus la Géoulat Israël, plus la sauvegarde tellement de la majorité juive seulement, mais c'était la démocratie. La démocratie avec les règles du jeu, et il faut respecter le gouvernement élu, même s'il décide de mettre à la porte 24 yeshuvim. C'est un gouvernement souverain, élu par le peuple, même si son premier ministre a décidé de faire volte-face, il a été élu d'après les règles du jeu démocratique, et c'est pour ça qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Même si sur la route, il y a des droits de l'homme qui sont enfreints de manière flagrante. Dans notre cas aujourd'hui, si vous entendez, si vous écoutez bien, à vrai dire ça, on entend tous, ceux qui s'opposent à la réforme, ils parlent naturellement au nom de la démocratie, mais c'est déjà une toute autre démocratie. Ce n'est pas la démocratie en tant que pouvoir de la majorité, élu de manière démocratique, c'est la démocratie dans le sens du pouvoir du public éclairé, Hatzibur Hanaor, incarné naturellement par les juges du Bagatz. Et la majorité, qu'est-ce qu'on en fait? La majorité, elle est présentée dans la perspective uniquement de la dictature de la majorité. Ce qui est en Sciences Po un risque, un cas extrême, un exemple de dérapage du système démocratique, une exception à la règle est présentée comme la règle. La majorité, par définition, elle est autoritaire. Donc, c'est une reformulation du concept même de la démocratie. Et qu'est-ce qui a disparu du discours? C'est Israël comme État juif et démocratique. On parle d'Israël uniquement comme État démocratique. Pour citer encore une fois Aaron Barak, à l'époque, il l'a écrit, il dit, quand on lui a posé la question, mais dites-moi, l'État, ce que vous faites, vous le faites au nom de
loi fondamentale qui nous parle d'Israël comme État juif et démocratique. Je comprends très bien quel usage vous faites de l'aspect démocratique, mais comment est-ce que son aspect juif intègre votre philosophie et votre politique, votre stratégie? Alors, il a répondu une réponse très intéressante. Il a dit, il faut arriver au niveau d'abstraction tel où le caractère juif va coïncider avec le caractère démocratique libéral. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre le judaïsme et la Torah, certainement pas, et la Moreshet Israël, le patrimoine juif à la lettre, mais il faut prendre ces aspects qui sont compatibles, et uniquement ces aspects qui sont compatibles avec l'aspect démocratique libéral de la notion démocratie. Et c'est ainsi que qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, il le dit, on prend, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Va'afta et hager, l'otoneger, velotilchetzeinu, c'est-à-dire toutes les mitzvot vis-à-vis de l'étranger, on les prend. Toutes les mitzvot de tu nous as choisi parmi tous les peuples, non, ça on laisse de côté. Toutes les mitzvot sur les lois du mariage, on laisse de côté. Écoutez la dernière interview, très bonne d'ailleurs, de Aaron Barak avec Roy Idan, où il lui pose des questions, pas seulement sur les juges marocains qu'il n'a pas trouvé adoptés à la Haute Cour de justice, mais il pose des questions. Dites-moi, qu'est-ce que vous dites mariage mixte? Je suis pour. Les mariages entre hommes, entre eux, je suis pour. Qu'est-ce que vous pensez pour l'euthanasie? Je suis pour, etc. Rega. Le judaïsme, il n'a rien à dire à ce sujet. Mais tu comprends que tu légitimes l'assimilation totale du peuple juif. Tu donnes un Hercher Bagatz, une marque de cacheroute sur l'assimilation et l'encouragement à l'assimilation et à la mort de la famille en tant que telle dans l'État d'Israël souverain. Expliquez-moi s'il vous plaît, où est l'aspect juif dans cette législation? On a demandé il y a quelques jours à Esther Chayout, est-ce qu'on peut soumettre un appel à la Haute Cour de justice par Zoom? Elle dit, non, vous ne pouvez pas. Elle dit, à la Haute Cour de justice, on ne peut pas soumettre un appel par Zoom, mais se marier par Zoom dans l'État de Utah aux États-Unis, ça, on peut le faire, oui? Elle dit, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Un simple appel, une simple requête, vous ne pouvez pas soumettre au tribunal des instances les plus basses, vous ne pouvez pas le faire par Zoom. Mais lié à un lien une alliance véritable de Brit Nisuin, ça vous pouvez faire par Zoom dans un état éloigné de nous des dizaines de milliers de kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Donc là, ça c'est une... Mais là, je me suis laissé un peu emporter déjà vers le Bagatz. Je reviens vers ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la gauche, elle a... Je vais vous donner un exemple. Jusqu'il y a 2 élections, lorsque vous voyez à la télévision les résultats des élections, eh bien, vous les voyez de la manière suivante. Droite, gauche, arabe. C'est comme ça que vous les voyez. Il y a le bloc de la droite avec les religieux, ça depuis longtemps, droite et religieux, ils sont dans le même bloc. Vous avez le bloc de la gauche, gauche centriste, extrême gauche, etc., mais des partis juifs. Et puis, vous avez le bloc des 2, 3, 4 partis arabes. Pourquoi est-ce qu'ils étaient présentés dans des blocs différents? Parce que jamais les Arabes ne pourraient
faire partie d'une coalition, plus forte raison, être les kingmakers, c'est-à-dire le parti clé dans la coalition, que ce soit de la droite ou de la gauche. Maintenant, vous regardez les dernières élections, sur l'écran, ça a changé. Ce n'est plus droite-gauche arabe, c'est droite et gauche. C'est droite et gauche. Je ne parle pas de Haroutz Arbaes, de Haroutz Shev, Ken, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais vous voyez, les grands, etc., c'est présenté qu'effectivement, il n'y a plus que 2 blocs. Et là, c'est presque le franchissement du Rubicon par une partie de la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que l'idéologie prime complètement sur l'appartenance nationale. Le rapport aux valeurs, telle ou telle valeur individualiste ou autre, je ne parle pas du rapport du secteur arabe à ces valeurs. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Qu'est-ce qu'ils pensent véritablement? C'est-à-dire une énorme dose de condescendance et de mépris de la gauche vis-à-vis des Arabes, qui est automatiquement assimilée à ces valeurs, à ces valeurs à elle, sans qu'elle ait jamais véritablement posé la question. Okay? Mais ça, on le laisse de côté. Au niveau politique, elle les voit comme ses alliés et le Rubicon a été franchi. La frontière a été, si ce n'est effacée, en tout cas, pour beaucoup, mitigée. Et ça, c'est une différence très, très grande avec toutes les versions plus anciennes du parti travailliste. Mais maintenant, je voudrais dire encore une chose qui me semble, et après je vois les questions, etc., qui me semble encore plus importante. Quand j'ai parlé des différences, vous avez remarqué, j'ai dit les différences entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, c'est quand la gauche était au pouvoir et aujourd'hui, c'est la droite au pouvoir. Quand la gauche était au pouvoir, avant, la droite respecte les règles du jeu. Et aujourd'hui, quand la droite est au pouvoir, la gauche ne respecte pas les règles du jeu, etc., etc., etc. Mais je crois qu'il y a une erreur. Je crois, lorsqu'on lit entre les lignes, et même pas entre les lignes de ce qui est dit et de ce qui est écrit, il y a une chose très intéressante, c'est que je ne pense pas que aujourd'hui, on peut véritablement dire que la gauche n'est pas au pouvoir. Et c'est pour ça que la comparaison, où je dis d'un côté, la gauche est au pouvoir, et là, elle n'est plus au pouvoir, elle est justifiée au niveau gouvernement, au niveau Knesset. Mais à d'autres niveaux, elle n'est pas justifiée. Et là, je voudrais dire, c'est que même en étant dans l'opposition, la gauche se veut au pouvoir. Et ça, pour le comprendre, je crois qu'on doit dire une chose assez simple, mais qui n'a pas été dite. C'est que toujours, depuis les années 20 du XXe siècle, la gauche s'est présentée comme le mainstream. Elle était le mainstream. Elle était la locomotive, la route centrale, le boulevard central du sionisme. Tous les autres, c'était des petits chemins, c'était à côté. Et c'est pour ça qu'en 1917, elle s'est permise de chasser les gens du Nili. Netzach Israël lo yishaker.
Et c'est pour ça que dans les années 40, lorsque Menachem Begin a ouvert le feu contre les Britanniques, eh bien, ils se sont permis de le pourchasser parce que les gens du Hetzel étaient des porchim, des gens qui ont fait scission, qui ne respectent pas la décision du Yishuv Ameurgan, du Yishuv organisé. Et effectivement, il faut savoir qu'ils avaient de quoi dire ces choses. Ce n'est pas que c'est complètement infondé, ce n'est pas du tout infondé. La gauche a construit ce pays. Les kibbutzim, c'est la gauche. La Histadrut, c'est la gauche. La Aliyah Shniya, la Aliyah Shlishit, la Aliyah Rivit, c'est la gauche, avant tout. Laïque, socialiste, tout ce que vous voulez. La Haganah, c'était une idée de Jabotinsky. Mais la majorité des soldats, c'était des gens des kibbutzim. Le Palmar, c'est le Shomer HaTzaïr. La Sayer et Matkal, c'est des gens, encore une fois, de la gauche. Vous comprenez, c'est quelque chose de... C'était pas quelque chose complètement de vain et d'insensé. Non, la gauche se sentait toujours comme le mainstream. Les religieux, bon, venez avec nous. Venez avec nous, vous allez conclure avec nous une brite historique ou non historique, une alliance, peu importe. Et c'est ainsi que les Haredim, ils avaient toujours à faire des preuves de leur être membre de l'État d'Israël. Ils étaient toujours quelque part un peu douteux. Ils sont avec nous, ils ne sont pas avec nous, ils sont sionistes, ils ne sont pas sionistes. Ils se tiennent debout pendant la Dakat Doumiya ou ils ne se tiennent pas debout pendant la Dakat Doumiya. Alors qu'il faut savoir qu'avant l'indépendance, des unités entières étaient faites de Haredim. Des unités entières. La cassure, elle est venue, on en a parlé. En 1950, on en a parlé déjà, avec des cuistots qui ont été rasés, etc., pour ne pas avoir voulu servir la nourriture en Shabbat, préparer la nourriture en Shabbat. Il y a eu beaucoup de cassures. Au début, ils étaient en plein dedans. En plein dedans, il y avait dans les journaux Haredim des appels à se mobiliser dans différentes parties, dans le Palmar, dans le ci, dans le ça. Années 50, 60, 70, on doit les voir, les considérer sous la loupe. Haredim, Sionim, Lot Sionim, les colons, à plus forte raison, ils sont des Meshichim, ils sont des messianistes. Begin, à plus forte raison, depuis longtemps, Begin, comme on l'appelait, etc. C'est un danger, c'est un fasciste. C'est-à-dire que tout le temps, la gauche, qu'elle soit au pouvoir, qu'elle ne soit pas au pouvoir, elle se voyait comme le mainstream, comme l'artère principale du sionisme. Et même si elle n'est pas au pouvoir, eh bien, c'est le pouvoir qui se trompe. Parce qu'elle est au pouvoir. C'est le peuple qui se trompe. Comme il dit Yossi Ben Aaron en 77, eh bien, il faut changer de peuple. Il ne s'est pas exprimé exactement comme ça, mais c'était le message. C'était le message en filigrane entre les lignes. Donc là, et aujourd'hui, vous regardez les manifs et vous dites, mais attendez, et vous dites, à réforma, à ficha, korat et am. À memshala, korat et am. Le peuple, la réforme, elle brise, elle déchire le peuple en deux. Le gouvernement contre le peuple. Bon, c'est un gouvernement élu, non? C'est un gouvernement qui a eu 64 mandats à la Knesset quand même. Non, non, non. Regarde. Pardon, je vais éteindre. C'est le pouvoir, en gros, le pouvoir nous appartient encore.
Et ça, je crois, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, je le dis. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Ça, c'est quelque chose, si vous demandez, est-ce qu'il y a une chose qui dure 100 ans, exactement 100 ans, c'est cela. Le sionisme, c'est nous. Tout le reste, je ne l'accepte pas. Tant qu'il ne reconnaît pas mon leadership, il est dans le tort. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils veulent conserver leur pouvoir qu'ils perdent au niveau démographique, d'essayer de le conserver au niveau structurel par la Haute Cour de justice. Il y a là aussi un aspect mental, psychologique, qui dure depuis plus de 4 générations, que le sionisme, c'est nous. Et c'est ça, et ce passage-là, ce n'est pas pour faire le pas, ce n'est pas avec toute la reconnaissance des droits de la gauche et des actions de la gauche dans l'État d'Israël, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un pas qu'on fait en 2 pas, 3 mouvements. Bon, j'ai trop parlé, je regarde vos questions. Yalla. Rega, Toda Rabbi Eliezer. C'est passionnant. non, Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir. Je vous promets. Qui a une question? Merci. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit En en lettres fait- tellement grandes. Allez, au micro, Eliezer. Ceux qui ont une Pardon? question, Judith. En fait, ce sont des sionistes peut-être, mais pas des Hébreux. Bon, vous parlez en termes de Manitou. Ça dépend qui. Je ne voudrais pas tomber dans le piège de la généralisation. Il y a, et pas seulement parce qu'il y a des gens de droite ou des religieux qui sont contre la réforme, non. Je parle des travaillistes de souche. Beaucoup d'entre eux réalisent pleinement que sans caractère juif, il n'y aura pas de caractère démocratique. Et je voudrais citer en cela une personne que je connaissais assez bien, personnellement, qui était une femme fantastique, professeur Ruth Gabizon, qui était candidate à la Haute Cour de justice, mais Aaron Barak ne l'a pas passée. Pourquoi? Parce qu'elle avait une agenda. Lui, il n'en a pas, mais elle avait une agenda. Et quelle était son agenda? Eh bien, elle l'a dit. Bon, tout d'abord, contre l'activisme judiciaire, en plus, elle l'a dit plus d'une fois, c'était sa stratégie, que le seul État démocratique au Moyen-Orient, c'est Israël. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi? Le judaïsme de la démocratie ou démocratie du judaïsme? Très simple. Si on ne sera pas juif, on ne sera pas démocratique. Si on veut renforcer notre identité démocratique, on doit renforcer notre identité juive. Beaucoup de gens de la gauche le réalisent. Et si on laissait maintenant, si on parlait un peu plus en mi bémol, et si on baissait un peu le ton et on décrescendo, eh bien, on entendrait beaucoup de gens qui disent, mais bien sûr, moi je suis aussi pour la réforme. Mais regardez comment ces gens de droite, comment ils se conduisent. Regardez quelles lois ils font passer parallèlement. Regardez ce qu'ils demandent. Ils demandent qu'ils nous coupent l'électricité le Shabbat. Vous écoutez ces demandes, mais attendez les mecs, vous êtes tombés des nues. Mais vous avez eu 60, je m'excuse, maintenant je suis de l'autre côté. Vous avez reçu 64 voix, vous pouvez tout vous permettre maintenant. Maintenant, Zéo, c'est du tout, comprenez, c'est-à-dire que tu es au pouvoir, mais respecte pas seulement les règles du jeu, mais respecte le peuple en tant que peuple dans toutes ses comment dire, composantes.
des lois sont passées les unes après les autres pour permettre à telle personne et telle autre personne de devenir ministre, de devenir ci. Mais attends, c'est comme ça qu'on fait la politique? Et donc, une personne de gauche, qu'est-ce qu'elle dit là? Mais attendez, mais si c'est comme ça, alors moi, je préfère déjà la Haute Cour de justice. Même si à l'origine, vous trouvez toute une pléiade de professeurs de renom et de gauche, à commencer par professeur Shlomo Avineri, professeur Avraham Diskin, professeur Yoshua Friedman, Chaim Ramon, et des juges, etc., etc., et la majorité de la chambre du barreau, etc., qui disent, bien sûr, je suis pour la réforme. Bien sûr que je suis pour la réforme, mais qui est faite par une coalition qui a des freins, qui agit aussi avec bon sens, comprenez? C'est pas, il faut aussi se regarder un peu dans droite religieuse, se regarder dans le moi. Donc là, je fais passer un message de la gauche. Je ne parle pas des anarchistes qui font beaucoup de bruit. Non, je parle des personnes simples qui se disent, voilà, ok, il y a des choses à corriger, mais attendez, peut-être que c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc, il faut garder des freins, vous comprenez? Donc ça, merci Judith pour votre question, parce qu'il faut aussi de notre côté comprendre que nous n'avons pas affaire à des ennemis. Nous avons affaire, dans l'écrasante majorité, à des frères et qui, dans l'écrasante majorité, sont prêts à des réformes. Et encore une fois, c'est le professeur Shlomo Avineri qui a appelé le régime israélien bagatzocratie, haute cour de justice-cratie, comprenez? Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il sous-signe sur tout ce que fait la coalition actuelle. Je regarde, il y a peut-être, Johan, avec des questions qui ont été posées par écrit. Oui, je voudrais vous faire quand même une précision. Qui parle? Abraham Blia. Ah, pardon, Abraham. Moi, je trouve que c'est trop d'honneur que d'affubler la population qui paralyse le pays aujourd'hui du titre de gauchiste. C'est une insulte aux idéaux de Zola et de Jaurès. Cette population que j'appelle moi un safsouf est la plus riche, elle est la plus corrompue, et la plus puissante du pays, et elle se fiche totalement des pauvres de la périphérie. Donc elle ne mérite même pas ce titre de gauchiste dont vous parlez à chaque fois. Je suis d'accord que la définition gauche-droite, je l'ai employée par facilité, par aisance plus, et que là, en tout cas, au niveau du leadership, encore une fois, au niveau du leadership, je pense qu'il serait plus juste de parler d'élite ou de personnes qui se perçoivent comme élite, oligarchie, ou de deep state, et d'un autre côté du mouvement progressiste. Du mouvement progressiste aux yeux duquel l'État juif en tant que tel n'a plus sens, n'a plus le sens d'être. Pourquoi? Parce que le progressisme, eh bien, ça nettoie toutes les frontières entre nations, entre États, entre sexes, entre tout ce que vous voulez. Okay? Mais d'un autre côté, je voudrais encore une fois pas généraliser. Il y a des personnes qui ont, la plupart des personnes, elles ont tout simplement peur. On peut dire c'est un sale lavage de cerveau, on peut dire c'est un déficit d'éducation qui dure depuis 20-30 ans, d'éducation juive, d'éducation en identité, d'éducation en Torah, et qui a donné résultat à une identité qui est pour beaucoup étrangère au caractère juif de l'État, d'où son étrangeté à notre droit
d'avoir ici un État juif, d'où on parle uniquement d'État démocratique. L'aspect juif passe véritablement à la touche, mais quand même, c'est une population, lorsque vous lui demanderez est-ce que vous êtes juif, il dit oui, je suis juif. Est-ce que vous voulez un État juif? Oui, je veux un État juif. On peut le faire, on peut aller à la Manis. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Eh bien, c'est la peur. C'est la peur. Je veux un État des Juifs, mais je ne veux pas que les religieux aient le pouvoir. Mais vous savez que la religion juive, c'est une religion des moins coercitives du monde. Au contraire, il y a peut-être des Juifs qui veulent forcer quelque chose, mais la Moreshet Israël ne force pratiquement rien. Ah ben ça, non, je ne sais pas, personne ne m'en a parlé. Pourquoi? Parce que j'entends parler du judaïsme uniquement par la télévision, Arutz Kan, 11, 12, 13, Yossi Schlein, Eretz Nehederet et Itona Haaretz. Alors effectivement, il y a, et là, ce qu'il faut réparer, eh bien, il faut réinvestir le terrain de la conscience. Il faut réinvestir le terrain de la conscience, de l'éducation. Ce n'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile, mais on ne peut pas, comment dire, venir avec des prétentions à des centaines de milliers de juifs et puis auxquels on a parlé la dernière fois de Moreshet Israël il y a 15 ans. Zelo Oved Kacha. Et c'est pour ça, moi, encore une fois, je veux pas généraliser. Il y a des têtes brûlées. Il y a des anarchistes, il y a des progressistes, il y a l'université hébraïque qui veut fêter la Nakba, etc. Nachon, rien de nouveau. Rien de nouveau, Ken. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une majorité du peuple qui est préoccupée par une chose essentielle. Que la barque sioniste ne dérive et ne coule pas, tienne la mer, qu'elle tienne la mer. Pourquoi depuis le coup juridique que Barak, Aaron, regarde, j'arrive pas à lire les questions parce que c'est écrit tellement grand. Johan, tu peux m'aider à lire, s'il te plaît? Oui, alors pourquoi depuis le coup juridique de Barak en 1990, la droite qui a été au pouvoir depuis n'a rien fait pour contrer cette prise de pouvoir juridique sur le législatif? C'est encore une très bonne question. Tout d'abord parce que le coup, il a passé en sourdine. La législation en 92 des deux lois fondamentales, elle est passée lorsque tout le monde était en train de se préparer aux élections. Et alors que le chef de la commission de la loi et de Vada Chok Huka Mishpat, Uriel Lin, d'ailleurs une personne du Likoud, a promis noir sur blanc que cette loi fondamentale ne donnerait pas lieu à l'annulation ou ce qu'on appelle révision juridique, ne donnerait pas lieu à la compétence à la Haute Cour de justice d'annuler des lois de la Knesset. Et c'est ainsi que 30 et 31 députés ont voté contre 20 et quelques, 25, 26 pour cette loi. Maintenant, la première fois qu'une loi a été revue par la Haute Cour de justice, eh bien, vous savez, quand cela a été promulgué, quand on en a parlé, c'était ce qu'on appelle la Bagatz Mizrahi, en 1995. Eh bien, c'était promulgué 4 jours après l'assassinat de Rabin. Quand personne n'avait quoi en faire, personne n'y a prêté attention, mais c'est là que Aaron Barak, contre Michael Cheshin d'ailleurs, un autre membre de la Haute Cour de justice, a fait le précédent
a émis le précédent comme quoi la Haute Cour de justice avait la capacité de revoir et d'annuler les lois de la Knesset. Donc tout d'abord, avant d'être un fin juriste, c'est un fin politicien. Maintenant, pourquoi la droite n'a pas fait grand-chose? La droite a commencé à faire, d'ailleurs celle qui a commencé, c'était Geveret Livni, qui au nom de la Knesset, après ce Bagatz Mizrahi en 95, au nom de toute la Knesset, elle a tenu un discours de protestation contre ce pas comment dire de Aaron Barak. Mais à vrai dire, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Que Aaron Barak, il était à la Haute Cour de justice, il était président de la Haute Cour de justice pendant, corrigez-moi si je me trompe, depuis 1995. Aujourd'hui, il a 86 ans, donc il est jusqu'à près de 15 ans, il est à la Haute Cour de justice. Sans jamais être ballotté, sans jamais d'élection. La Knesset, c'est des élections sans cesse. Maintenant, il y a une autre raison, c'est que parfois, le pouvoir du Bagatz, il est très confortable à la droite. Très souvent, la droite elle-même, elle s'adresse au Bagatz, avec des appels, avec des injonctions, etc., etc. Et chaque fois qu'elle ne veut pas ou ne peut pas faire quelque chose, eh bien, elle dit, c'est pas moi, c'est Bagatz. Elle le légitime, même en quelque sorte, en faisant appel à lui. Et il y a encore beaucoup d'autres raisons, mais si vous voulez mon humble avis, effectivement, c'est que aujourd'hui, on paye pour un dommage qui s'accumule depuis presque 30 ans. Je peux dire quelque chose? Oui, Gérard. Moi, je pense que la plus grande lacune dans toute cette histoire-là, c'est qu'on n'a pas de constitution. S'il y avait une constitution, je ne dirais pas que ça serait plus simple, enfin, il y aurait quand même un chemin quand même qu'on pourrait, et on aurait un tribunal, comment on appelle ça, Bet Mishpat Roka. Vous dites une chose. Je crois que c'est ça la lacune la plus grande. Oui, mais ça, il faut savoir pourquoi il n'y a pas de constitution. Oui, non, je sais pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Et là, du moment qu'il n'y a pas de constitution, la question est qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en Israël, dans d'autres pays, c'est soit reçu par un plébiscite ou après une discussion monstre, comme c'était aux États-Unis au XVIIIe siècle, avec la discussion de Franklin, de Adams, ou en France. etc. Washington qui parlait dans le Federalist. Et ensuite, c'était reçu la Constitution, ou ailleurs en France et ailleurs dans d'autres pays, quand c'est reçu à majorité écrasante par le Parlement ou par l'Assemblée constituante. Maintenant, en Israël, il y a une Constitution. La Haute Cour de justice se conduit comme s'il y avait une Constitution. Et par qui cette Constitution a été entérinée? Elle était entérinée en sourdine par Aaron Barak. C'est-à-dire que lui, a posteriori, a déclaré des lois qui ont été votées à majorité minime. Il a déclaré des lois avoir une valeur constitutionnelle, ce qui lui donne force de revoir d'autres lois. Mais maintenant, depuis qu'il s'est donné compétence, Esther Chayout, de même revoir des lois fondamentales, eh bien, il nous dit une chose très simple. Je ne suis pas seulement au-dessus, la Haute Cour de justice n'est pas seulement au-dessus des lois régulières, normales, elle est au-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle a donné force de loi, de constitution à des lois fondamentales, mais elle est même au-dessus de la Constitution, donc au-dessus de toute loi. Pourquoi? Parce que maintenant, elle s'est donné force de revoir même une loi fondamentale, CF, la loi Chok HaLeom. Donc, c'est une cour qui, dans toutes ses activités, se met au-dessus de la loi comme souverain ultime, comme le loi soleil. La loi, c'est moi, avec, sans jamais avoir été habilité à annuler des lois, etc., etc. Et je voudrais juste dire une petite chose. J'étais à la Knesset dans les années 90 quand un député du nom de Chita Cohen
Khver Knesset Chita Cohen, qui était du parti de Lieberman, a soumis une loi pour faire ce que vous dites. Une cour constitutionnelle. Une cour constitutionnelle, il y avait un projet de loi, il avait beaucoup travaillé dessus. Et je crois que c'est à ce sujet-là, Brigitte, corrige-moi si je me trompe, que Aaron Barak a dit une chose très belle. Il a dit Adjouk hazeh tzarich leharog oto beodo katan. Tout à Ce fait. djouk-là, comment on dit djouk en français, je ne sais pas. Cafard. Ce cafard, il faut le tuer tant qu'il est petit. Je voudrais dire quelque chose quand même. Et dans l'esprit de Manitou, l'unité des valeurs, mais l'unité du peuple, c'est quelque chose de très important. Anachnu kulanu achim, nous sommes tous frères et il faut quand même trouver des moyens, je suis sûre qu'Eliezer est d'accord avec moi, pour qu'on se parle et pour qu'on se parle dans la fraternité tout en restant chacun sur ses positions. Je suis tout à fait d'accord. Dans la fraternité et dans le respect. Il faut le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle du respect des règles du jeu, la première règle du jeu, c'est de résoudre nos conflits par la parole. Ça peut être des manifs, ça peut être des articles, la publicité, etc., des pièces de journal, peu importe, mais par la parole. Ça peut être dur, ça peut être quelque chose qui n'est pas logique. Mais on doit véritablement s'écouter pour cela, avoir un langage commun, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que là, je vais revenir sur ce qu'on a dit il y a l'autre jour. C'est que le véritable garant de la réussite d'Israël, c'était deux éléments qui véritablement sont un, mais présentons-le comme deux. Et ça, Manitou en parle. Yitzhak Ada, mon ami, il m'a envoyé même un texte fantastique de Manitou à ce sujet. Si vous voulez, je pourrais vous le renvoyer. Et qu'il y a tout d'abord une alliance nationale familiale qui unit le peuple juif. Et c'est ça qui régit, qui sous-tend toutes nos institutions. C'est des institutions entre frères. Peu importe si tu es policier et moi je suis en infraction, tu es mon frère. C'est ce qui me fait. Et moi, je vais me mobiliser, je vais me porter volontaire parce que je suis frère. Et moi, je vais aider mon prochain parce que c'est mon frère. Et je vais aider des autres qui ne sont pas mes frères parce que je sais ce que c'est qu'être frère et je le projette à un niveau secondaire et c'est pour ça que je veux aider même ceux qui ne sont pas juifs, même ceux qui sont arabes, même ceux qui sont en Turquie, en Arménie et ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est très, très important, et ça vient à ce que, Johan, ce que tu as dit aussi un peu, au début. Le deuxième élément, c'est que au-delà et parallèlement au niveau fraternité, ce qui me régit, c'est le niveau moralité. Je parle en termes de bien et de mal. Je parle en termes de juste et injuste véritablement. Et là, la Haute Cour de justice, elle a instauré un autre langage. Ça a pris du temps, mais elle a instauré un langage pas entre frères, mais entre citoyens. Et ce qui nous relie, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas la brite, c'est un contrat. Un contrat, tu peux signer et puis tu peux enlever ta signature. Je signe pour 2 ans. Je signe à condition de... Les conditions ne sont pas remplies, voilà, ma signature n'est plus valable. Et qu'est-ce qui se passe avec la morale? On ne parle plus en termes de morale, de ce qui est bien et ce qui est mal. On parle en termes de ce qui est légal et ce qui est illégal. On parle en termes, pas plus en termes de ce qui est juste et ce qui est injuste. On parle en termes, est-ce que ça enfreint la loi ou est-ce que c'est conforme à la loi? Et donc là, au niveau, c'est le plus, Ken, les exemples qui crient véritablement, c'est au niveau de la famille.
toute morale au niveau familial est complètement mise à côté. De fidélité, loyauté, aucune conséquence dans la législation, aucune signification dans la législation. Chaque personne appartient à elle-même, elle peut décider de ce qu'elle fait. Eh bien, si je me suis marié, alors quelle différence? Maintenant, elle m'a plu, il m'a plu, je vais avec elle, j'en ai rien à faire. Et ça ne porte pas conséquence au niveau du partage des biens, dans le divorce, etc., etc. Au contraire, tu vas me payer tout ce que tu avais avant qu'on se marie. Besséda? Pourquoi? Parce que le légal a pris le dessus sur le juste et le moral. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que ça, c'est quelque chose qui touche pas seulement à la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça ne touche pas seulement à l'organisation structurelle de notre État. Ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Au sang qui coule dans mes veines, au substrat qui soutient tout cela. Et là, je crois que ce substrat, malgré tous les efforts consentis par la Haute Cour de justice et par le système judiciaire, en soi, qui d'ailleurs est très, très corrompu, il faut le savoir, on le sait. Il est très, très corrompu, tout simplement. On n'en parle pas beaucoup, mais laissons ça de côté. Que du moment, bien sûr, que du moment que tu laisses du côté la fraternité et la morale, il n'y a pas d'autre choix que la corruption. Mais je crois que c'est sur cela qu'on doit mettre l'accent. Et c'est ça notre véritable constitution. Je voudrais vous demander, est-ce que si je vous ai bien compris, stratégiquement parlant, avoir fait adopter toutes ces lois qui choquent beaucoup de monde, comme la loi sur le dérive, la loi sur la loi donnant des droits beaucoup plus grands au Haredim, de l'avoir fait avant d'avoir fait la réforme judiciaire. Est-ce que j'ai bien compris que ça nuit finalement, en d'autres termes, en faisant adopter toutes ces lois-là, on a fait peur. Oui. Alors que si on avait fait, tout d'abord, on s'était occupé de la réforme judiciaire et peut-être après seulement faire adopter ces lois-là, ça se serait peut-être passé de manière beaucoup moins passionnelle. Je pense que c'est évident. Je pense que c'est très simple. C'est comme si on ne pouvait plus se retenir. Tout d'abord, on a énormément parlé et beaucoup plus, le verbe et la prolixité a dépassé de beaucoup les actions. Pourquoi? Parce que les actions, ça prend beaucoup de temps. Donc, on a fait très peur. Je ne dis pas renoncer aux intentions. Non, il ne faut pas renoncer aux intentions. Mais pourquoi tout déclarer? Pourquoi faire prendre peur et donner l'impression qu'on est venu là pas pour gouverner, mais pour nous venger? Zélo y a fait. On n'est pas venu là pour nous venger. Et ça, je crois que c'est aussi une infraction à une certaine logique qui était, comment dire, qui était plus caractéristique de la droite, en tout cas telle qu'on en a parlé aujourd'hui, qui était on n'est pas au pouvoir pour nous venger, on est au pouvoir pour sauver le peuple juif. On est au pouvoir pour faire avancer le peuple juif. On n'est pas au pouvoir pour mettre le doigt dans l'œil et les deux doigts dans les deux yeux. Je ne dis pas que c'est tout ce qu'on a fait. Non, on a fait encore beaucoup de choses. Je ne dis pas que je suis contre Ben Gvir. Non, je ne suis pas contre Ben Gvir. Je ne suis pas contre Smol. Mais il y a dans l'ensemble, non, vraiment pas, okay? Mais il y a dans l'ensemble une impression qu'il y a un doute. Attendez, vous êtes là pour gouverner, vous êtes là par responsabilité, ou vous êtes là pour tous nous éduquer et nous apprendre à vivre et nous mettre au carreau. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'on fait.
Et il faut prendre responsabilité. Alors, je reviens à ce que je voulais dire, il faut parler. Vous savez, lorsqu'il y a une loi très simple, une loi de la vie, plus dure est la chose que tu veux faire passer, plus forte doit être l'empreinte de ton amour et de ta chaleur. Plus forte est ta critique, ça c'est encore une parole du Rav Kook, du Rav Tzvi Yehuda, quand il adressait des critiques très véhémentes à différents gouvernements. Il dit, mais attendez, tu ne le respectes pas? Il dit, non, c'est par excès de respect et d'amour que je me permets de lui envoyer de telles flèches. Toute flèche qui est envoyée et qui n'est pas couverte de beaucoup d'amour, beaucoup de paroles, beaucoup de compassion, beaucoup de tatati, eh bien, elle va être très mal reçue. Imaginez-vous un médecin qui vient avec vous, vous faire une piqûre, il dit on va bien rire maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Attends, mais tu vas bien? Attends, je veux voir un autre médecin. Monsieur Bislich, je vais prendre la parole. Oui, j'ai beaucoup de réflexions. C'est très, très riche. Il y a matière à dire beaucoup de choses. Je me faisais la réflexion sur le fait qu'on met en opposition l'individu, enfin dans une approche libérale et le klal. On a parlé beaucoup de la solidarité. Et moi, je suis frappé de voir la réaction surtout des Miloïmnikim qui disent qu'ils ne veulent plus venir. Et je me dis, enfin, je fais encore moi mes Miloïm à l'armée, et je vois les gens qui refusent, c'est des gens qui sont, enfin, ils sont très importants, mais le pilote dans son avion, le Khayal Miloïm qui est dans sa Yechidat Cyber face à son écran. On n'entend pas le mouvement de masse des Lochamim Kravim qui vont en Miloïm par solidarité, avant tout pour leurs frères d'armes, ils y vont pour les gens de leur Yechida. Et il y a aussi, j'ai entendu à la radio, je ne sais pas vérifier la véracité des faits, mais que la plupart des Khalalim, malheureusement, et des blessés aujourd'hui, sont des gens de la périphérie. On est bien loin de l'époque où c'était des Bogrim, des Kibbutzim et de la gauche combattante. Il y a eu un shift générationnel, c'est plus du tout les mêmes. Et quand on regarde aussi sur la durée, on a l'impression, enfin, on a la frustration, on va dire, d'une partie de la population qui se sent frustrée d'avoir été astreinte au diktat de la gauche, on va dire, et encore plus des juges depuis 30 ans, face à une crainte finalement de ceux qui vont perdre le pouvoir, parce qu'ils vont justement, ils ont l'impression qu'ils vont subir le contre-pouvoir de la même manière que eux ont fait subir, entre guillemets, pendant toute la période depuis la création de l'État jusqu'à aujourd'hui, les choses, donc cette gauche, on va dire la gauche caviar pour essayer de réconcilier ce que disait Alex tout à l'heure. Mais en fait, c'est leur crainte finalement. Ils se disent, bon, ben, ils vont nous faire exactement ce qu'on a fait. Ils ont l'impression qu'on va faire une révolution bolchevique, qu'on va être dans le sang et que le pays va être feu à sang. Et c'est le narratif. On est dans une espèce de dialectique de masse où c'est le tout ou rien. Ça rejoint c'est de nouveau la faute originelle de croire qu'on peut pas trouver le derrière Haïmsa, que c'est complètement c'est fortement manichéen, c'est tout ou rien. C'est sûr qu'on n'a pas été très malin de vouloir faire passer les lois personnelles ou les déclarations des politiques, que ce soit sur les Palestiniens. Les Palestiniens, ils sont là, il va bien falloir faire quelque chose avec eux. On ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est sûr que ce n'est pas très malin et ça ne fait que alimenter le feu des opposants à la coalition et à la réforme. Moi, personnellement, si je voulais résumer en une phrase, on me dit, c'est vrai, est-ce qu'on regarde vers Jérusalem ou est-ce qu'on regarde vers San Francisco? Il y a un individualisme qui cherche l'ultralibéralisme, qui dit si ça ne va pas ici, ben on part, alors on va regarder qu'est-ce qu'on peut aller faire au Portugal, où on va se faire une relocalisation. Elle est où la solidarité? On n'est pas venu, c'est pas parce qu'il y a un changement qu'on repart. Et ma question, en fait, c'est où est-ce qu'elle est la lueur d'espoir qui permet de voir ce que disait Brigitte, qu'on arrive dans une hardoute sans la haridoute, c'est qu'on puisse garder la diversité, mais dans l'unité, c'est-à-dire de la même manière que dans les unités de Milouim, pour en revenir à ce que je disais avant, dans les lochamim d'une plouga gravite, ils sont de toutes les déotes, mais quand ils vont se battre, ils sont ensemble, et l'homme chanema, parce que c'est mon frère, je me bats avec lui, il est prêt à donner sa vie pour moi, je suis prêt à donner ma vie pour lui. Et où est-ce que c'est ça? On a l'impression qu'on est complètement Menoukarim. Je pense que c'est un phénomène global parce qu'on a eu le corona, on a vu ce que c'est d'être complètement coupé des gens, de ne plus pouvoir avoir le contact personnel. On est derrière nos écrans, on est dans les Zooms, on n'a plus le contact personnel, on ressent ça aussi dans les communautés. Peut-être que c'est aussi pour ça que les religions, entre guillemets, qui sont dans des kéhilotes, ils ont plus ce sentiment d'appartenance parce qu'ils ont un lien hebdomadaire, quotidien avec d'autres gens.
C'est ça qu'il faut recréer. On n'arrive pas à recréer ça avec des écrans. Nahon, je pense que, oui, bon, tout d'abord, Yachar Kor, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'image qu'on nous présente, très alarmiste, n'est pas l'image véritable. Lorsqu'on entend des personnes qui viennent des Milouim ou qui reviennent, ou il y a la présence dans les Milouim des gens de droite, de gauche, de tous les secteurs, elle est de 100%. Au contraire, c'est-à-dire que ce refus éveille les personnes qui doutaient jusque-là à dire bah, maintenant je vais aller au Milouim. Pourquoi? Pour leur prouver que. C'est aussi, c'est-à-dire ça réveille tout le monde et exige de tout le monde de dire bah, regarde, tu es de quel côté? Et pas véritablement droite-gauche, mais tu es avec l'entreprise sioniste ou est-ce que tu es la mère qui dit à Salomon bah, qu'elle prenne l'enfant, ou bien est-ce que tu es la mère qui dit bah, coupe-le en deux? Ni toi ni moi, ni elle, aucun de nous deux ne va l'avoir. Et là, la majorité, je pense, l'écrasante majorité de la population dit non, 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 l'enfant, il doit vivre. Et mon amour pour cet état, ce n'est pas un amour dépendant, c'est l'ohava chet loya badavar. Et puis, il y a une autre chose, c'est que au début, toujours, c'est une campagne très bien orchestrée par énormément de bureaux de relations publiques et puis financée par des millions et des millions d'euros de tous bords. Naturellement, c'est elle qui monte en premier. Mais ensuite, il y a un mouvement de réaction. Et c'est toujours un mouvement qui arrive, c'est toujours un mouvement qui prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aussi organisé, parce qu'il est le fruit d'une gestation intérieure et pas seulement de slogan makerim, de gens qui écrivent des slogans, qui font sortir des dizaines de milliers de personnes sur la scène publique et puis ensuite ils vont un peu s'essouffler. On sent que cette vague, comme vous l'avez dit, elle n'atteint pas la périphérie. Elle n'atteint pas ni Ashdod, ni Ashkelon, ni Netivot, ni Beersheva, ni la Galilée, ni Galilée-Lyon, ni même d'autres villes moins périphériques. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas avec ce mouvement. Comme vous avez dit, caviar, Ken. Et ils ont besoin de travailler. Ils n'ont pas le loisir de pouvoir aller aux manifestations sans se faire virer de leur travail. Exactement. Exactement. Et donc là, il faut donner force à cette, comment dire, à cette couche plus profonde, mais qui n'a jamais cessé d'être sioniste, qui n'a jamais conditionné son amour pour ce pays. Je crois qu'on ne comprendra jamais Israël si on ne met pas ce qui se passe aujourd'hui, ce dont on a parlé, en comparaison, en parallèle, immédiat, avec un sondage qui donne Israël comme 4e pays le plus heureux sur Terre. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? À tous les niveaux, même au niveau subjectif, objectif, comment vous expliquez ça? Pourquoi? Parce que le fait qu'on manifeste, etc., c'est, et pas seulement pour les retraites, je ne fais référence à rien, pas pour avoir encore, je ne sais pas, un peu d'euros, non, pour des questions de principe, pour des questions de valeur, eh bien, ça témoigne d'un énorme niveau d'appartenance à ce qui se passe ici. Il y a des personnes, surtout des politiciens, qui franchissent, et là je parle surtout de la gauche, qui franchissent des limites qui n'ont jamais été franchies pratiquement,
Mais très souvent, c'est des policiers qui n'ont aucune troupe, qui n'ont personne qui les suit, que ce soit Olmert, que ce soit Khuldaï, que ce soit encore d'autres personnages, que ce soit Dan Khaloutz. Et là, je pense que il faut, vous savez, dans la Gada de Pesach, il y a une machloket célèbre entre Rav et Shmuel. Matril begnut ou mesayem beshevach. On commence par dire de la critique, et ensuite on dit le bien. Et maintenant, Rav et Shmuel discutent qu'est-ce que c'est la critique. Alors, Shmuel de Bavel, il dit Avadim aïnu le paro b'Mitzrayim. On était esclaves, l'esclavage. Et Rav d'Eretz Israël, il dit non, 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 Ovdei avodah zara ayu avoteinu. Donc la critique essentielle pour le peuple d'Israël, d'un côté, c'est l'esclavage, d'un autre côté, c'est la avodah zara. L'esclavage, c'est quelque chose de politique, de physique presque. L'avodah zara, c'est quelque chose de spirituel. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les Haggadot, d'il y a 2000 ans, de l'époque de la Mishnah, à Bavel, on avait des Haggadot qui commençaient par Avadim Aïnu. Et ensuite, il y avait Ovdei Avodah Zara. Et ensuite, il y avait, là, on était idolâtres. Et en Eretz Israël, il y avait des Haggadot où il n'y avait que Ovdei Avodah Zara Ayu Avoteinu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une critique véritable et essentielle, c'est l'idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Lorsqu'on la met un peu moins à l'extrême, c'est l'adoption de rites, de valeurs, de traditions étrangères qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas divines, qui sont celles qui nous entourent. Et c'est le défi quand on est en Eretz Israël. Maintenant, dans notre Haggadah, on a les deux. On a d'abord Avadim Aïn et ensuite Ovdei Avodah Zara Ayu Avoteinu. Mais pour le premier défi, c'est un défi matériel, politique, physique. C'est le défi de quitter l'esclavage. Comment tu répares Avadim Aïn ou tu quittes l'esclavage? C'est Kaptseinu mi'arba kanfot haaretz. Et le défi de Ovdei Avodah Zara Ayu Avoteinu, de l'idolâtrie ou de épouser des valeurs étrangères, Avodah Zara, c'est culte étranger, c'est quelque chose qui devient pertinent quand on est en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'en Eretz Israël, dans les Haggadot, on n'avait que ça au début. Après, naturellement, il y a eu la Haggadah avec Avadim Aïn, ensuite Ovdei Avodah Zara. Mais au début, il n'y avait que Ovdei Avodah Zara. Pourquoi? Parce que le défi, quand tu es en Eretz Israël, ce n'est plus tant un défi physique, politique, de rassembler tout le monde, etc. C'est un défi spirituel. D'après quelle valeur tu te diriges? D'après quel principe? Et c'est véritablement le passage dans le Shemona Esrei du Kabetz Nitri Amo Israël Mi'arba Kanfot Haaretz, le retour des exilés de l'esclavage à la bracha qui suit, à la bénédiction qui suit, qui est quoi? Qui est Ashiv Ashofteinu ki berishona veyotzenu ki betchila. Ramène nos juges tels qu'ils étaient à l'origine et nos conseillers, etc., comme au début. Pourquoi? Parce que les juges, c'est l'âme. Les juges, c'est les valeurs. Les juges, c'est la morale. Les juges, c'est la direction. Les juges, c'est les principes qui nous guident. Ils sont sur le Harabait, sur le Lishkat Hagazit. Chetzi Kodesh, Chetzi Chol. Moitié Kodesh, moitié Chol. Là-bas, Lishkat Hagazit, la Lishka des pierres Zé. Ken? Et ce passage, il faut savoir que ce n'est pas seulement, que ce n'est pas un passage qui va se faire en 2 minutes. Ce n'est même pas seulement une passation de pouvoir pour des gens qui sont nés avec les rênes du pouvoir entre les mains depuis 100 ans. On les appelle la gauche, la Mapai, etc., qui doivent passer le pouvoir aux
Mashiach ben David, à ceux qui suivent, à ceux qui ont encore où aller, où mener le sionisme, à ceux qui ne croient pas que le sionisme est déjà arrivé à terme. Mais c'est aussi un passage à une étape supérieure, à une étape spirituelle de notre indépendance. Et c'est pour ça que s'armer de beaucoup de patience, de persévérance, de communication, et puis de ne jamais oublier quel est notre but. Oui, embrasser, oui, aimer, oui, tout ce que vous voulez. Effectivement, changer les juges. Exact. Merci beaucoup pour ton éclairage, Eliezer. Tellement juste et tellement brillant. On ne veut plus arrêter, quoi. Mais il faut arrêter quand même. Merci à vous, Mamash, merci à vous. Je m'excuse de ne pas avoir répondu. J'arrive plus à les lire. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça dans des lettres très grandes. La prochaine fois, je crois. Tov. Kaverim Yekarim.